La deuxième communication de la session neuropédiatrie. Professeur Sana Chouki, tout le monde connaît, neuropédiatre à Fès, et il est membre de l'Association marocaine de neuropédiatrie. Donc, il va nous parler aussi d'un thème qui a une place très importante dans la population pédiatrique. Que faire devant la première convulsion chez le nourrisson? À toi la parole, Sana. D'accord, merci Madame Krioul. Donc à mon tour, je remercie l'Amicale des pédiatres de Fès de m'avoir permis à parler d'un sujet qui est très intéressant. Donc un sujet où il n'y a pas vraiment de consensus actuel. Alors on m'a demandé de parler des convulsions apéritiques et spécialement chez le nourrisson. Je pense que c'est quelque chose un peu restreinte, mais on va essayer quand même de voir tout ça. Alors, les crises épileptiques chez l'enfant posent vraiment un problème. D'abord, c'est quelque chose de très fréquent, c'est un symptôme qui est assez fréquent aux urgences pédiatriques, en consultation en pédiatrie. Le problème, c'est qu'on se pose d'abord, parce que c'est une situation qui peut être très angoissante pour les parents, est encore une source de stress pour le praticien qui reçoit l'enfant. Donc la question qu'on se pose, est-ce qu'il n'y a pas de cause dont le traitement doit être urgent? Et deuxième chose, est-ce que ce n'est pas une épilepsie qui démarre? Donc on définit rapidement la crise d'épilepsie selon la Ligue internationale contre l'épilepsie et la survenue transitoire paroxystique de signes ou symptômes dus à une activité anormale, hypersynchrone, excessive d'une population neuronale. Et elle peut avoir une sémiologie diverse. Et la crise convulsive correspond à une crise épileptique dont la sémiologie est essentiellement motrice. La Ligue internationale contre l'épilepsie distingue pour les premières crises, elle distingue entre ce qu'on appelle les crises aiguës symptomatiques et les crises non provoquées. Les crises aiguës symptomatiques, c'est une crise qui survient dans les 24 heures suivant une constatation d'un trouble métabolique, biologique, et dans les 7 jours qui suivent, par exemple, un accident vasculaire cérébral, un traumatisme crânien ou une infection ou une anoxie cérébrale. Voilà. Donc ça, c'est pour les définitions. On définit aussi l'épilepsie. L'épilepsie, c'est une affection. On n'aime pas trop le nom maladie, on préfère un trouble chronique qui est caractérisé par la répétition des crises et souvent chez l'enfant, bien sûr, il y a un retentissement et des conséquences neurobiologiques, psychologiques et sociales. Il y a une définition toujours de la Ligue qui est très pratique, c'est la répétition des crises, au moins 2 crises non provoquées, espacées de plus de 24 heures. Donc je précise que par exemple, un enfant qui présente des crises répétées en 24 heures, on va considérer comme une crise unique, pas 2 ou 3 crises. Alors, encore, une crise non provoquée et une probabilité de survenue de crise ultérieure au cours des 10 années suivantes, similaire au risque général de récurrence observé après 2 crises. C'est par exemple pour les enfants qui ont une lésion à l'IRM ou un syndrome connu. Et puis, en dernier, c'est le diagnostic dès la première crise d'un syndrome épileptique connu. Alors, l'état de mal épileptique, on va toucher juste un mot. Donc, tout le monde connaît ce que c'est. C'est une crise qui dure plus de 30 minutes ou c'est les crises répétées sans reprise d'une conscience normale. Ça, c'est une définition épidémiologique de la Ligue. Alors, il y a une définition qui est plus pratique et que les experts considèrent pour traiter. Donc, on réduit cette durée à 5 minutes et on dit qu'à 5 minutes, il faut toujours agir pour arrêter la crise. Concernant l'épidémiologie, alors on sait très bien que les crises, c'est plus fréquent chez les enfants que l'adulte. Il y a aussi, bien sûr, un pic de fréquence qui est encore élevé chez le sujet âgé, mais ce qui nous intéresse, c'est les enfants. Donc, on voit l'incidence des crises épileptiques, l'incidence générale varie entre 30 et 80, avec un chiffre plus élevé dans les pays en développement, comme par exemple le Kenya, qui affiche 187 000 pour 100 000 habitants. Et cette incidence-là aussi est encore plus élevée chez l'enfant, essentiellement au cours de la première année, et ensuite elle va baisser pour rejoindre celle de l'adulte. La prévalence est aussi importante, donc 5 à 8% des enfants vont présenter au cours de leur vie une crise qui peut rester unique. Les crises non provoquées concernent 1% des enfants et les crises fébriles 3 à 4% des enfants.
L'état de mal épileptique dans tout ça représente 10% des premières crises. C'est quand même assez important. Et parmi ces états de mal épileptiques, 26% seront symptomatiques aigus. Ça, c'est des données récentes de 2020. Alors, les crises épileptiques, c'est quoi une crise épileptique? Donc, on a expliqué ce que c'est. En fait, notre cortex fonctionne en circuits neuronaux qui vont mettre en jeu des synapses excitatrices et des synapses inhibitrices avec un certain équilibre. Alors, dès que cet équilibre est rompu, il va y avoir une crise. Alors, cela peut arriver quand il y a une agression du système nerveux central, donc une agression quelconque, elle peut être infectieuse, traumatique, vasculaire, on va voir, ou il peut être aussi engendré par une condition qui est durable cette fois-ci, mais qui est par exemple représentée par une anomalie durable des neurones, des circuits. C'est le cas des malformations du cortex, par exemple, des dysplasies, tout le reste. Alors, pourquoi l'enfant fait beaucoup plus de crises que l'adulte? C'est parce que le cerveau immature, il a des caractéristiques d'hyperexcitabilité qui sont dues d'abord à ce phénomène de maturité qui demande beaucoup de maturation, qui demande beaucoup d'énergie pour les mettre en place, mais c'est parce que le petit, il a plus de synapses excitatrices que de synapses inhibitrices. Et une autre donnée récente, c'est qu'on a constaté que le neurotransmetteur GABA, que tout le monde connaît, a une action inhibitrice, il aurait une action excitatrice chez les tout-petits dans le cerveau immature. Donc voilà pourquoi l'enfant fait beaucoup plus de crises que les grands. Alors, la question qu'on va se poser devant une première crise, que je vous ai dit, ça fait parfois un stress pour le praticien. Première question, est-ce que l'événement paroxystique est bien une crise épileptique? Ça, c'est la première question. Deuxième question, est-ce qu'il y a un caractère, est-ce qu'il y a une cause à cette crise? Donc, il faut savoir chercher et détecter. Et après, si on ne trouve pas, on est dans les crises qu'on appelle les crises non provoquées. Là aussi, on va se poser la question, est-ce qu'il y a un risque de récurrence? Parce que s'il y a un risque de récurrence, ça veut dire qu'il y a épilepsie. Et quand il y a épilepsie, quand est-ce qu'il faut mettre le traitement? C'est la dernière question, si vous voulez. Donc voilà, on va hiérarchiser un petit peu notre conduite devant une première crise. Bon, alors pour la première, l'aspect des crises, enfin l'événement paroxystique, est-ce qu'il est vraiment une crise? Ça, c'est quelque chose qu'on peut relever avec un bon interrogatoire. Il faut demander, dans la mesure de possible aux parents, parce que c'est eux les témoins, les premiers témoins de la crise, de bien décrire la crise. Quand est-ce que c'est survenu? Dans la veille, dans le sommeil? Qu'est-ce que faisait l'enfant? Est-ce qu'il jouait? Est-ce qu'il a pleuré? Est-ce qu'il s'est réveillé comme ça? Donc, est-ce qu'il y a eu un contexte de traumatisme, d'infection? Donc tout ça, on va le chercher. Mais il faut savoir que jusqu'à 20% des événements paroxystiques qui vont venir aux urgences comme étant des crises épileptiques ne sont pas des crises. Donc je vais citer juste rapidement un exemple, ça peut-être qu'on connaît tous. Donc c'est la maman qui vous dit « Mon fils a 18 mois, il a fait une crise, il a pleuré, il est devenu pâle, ses lèvres sont devenues bleues et puis après il est devenu tout rigide et il a perdu connaissance. » Donc on sait ce que c'est. Voilà, c'est l'espace du sanglot. Donc, on va rassurer, on n'a pas besoin de demander un électroencéphalogramme et on va dire à la maman que votre enfant risque de refaire ça. Voilà, un deuxième exemple, la maman qui dit, ma petite par exemple, 2 ans, s'est réveillée, on l'a trouvée sur son lit assise, les yeux écarquillés, elle ne semblait pas, il n'y a pas eu de contact avec elle semblait angoissée, terrifiée, elle est restée comme ça quelques secondes, quelques minutes, puis après elle s'est couchée. Oui, c'est une parasomnie, mais ça ressemble à ce qu'on appelle les terreurs nocturnes. Donc, il ne faut pas confondre une crise avec une parasomnie, tout simplement. Donc, il y a pas mal de choses qui peuvent ressembler à des crises. Je les ai citées ici, mais bon, il y a aussi, tout le monde connaît, mouvement anormal, le syndrome de Saint-Hyper et tout le reste. Voilà. Alors, deuxième question, est-ce que notre crise est symptomatique? Et voilà, donc... on est souvent on est dans les investigations, j'imagine, les pédiatres, les médecins, on demande quand même beaucoup. Pour répondre à ça, d'abord, c'est la clinique. La clinique, l'évaluation clinique, et tout d'abord, c'est l'interrogatoire. Donc, on est tous d'accord qu'il faut demander, par rapport au développement de l'enfant, la naissance, et avant même la grossesse, la naissance, le développement de l'enfant, l'histoire périnatale, et puis surtout les antécédents familiaux d'épilepsie. Et ensuite, on va chercher concernant les contextes dans lesquels est survenue la crise. Donc, est-ce qu'il y a eu un contexte infectieux, traumatisme, vomissement, gastro-entérite? Donc, tout ça peut être une cause à la crise.
Et l'examen est important. Donc, première des choses, bien sûr, fébrile ou pas fébrile. Alors, on parle d'une crise fébrile ou contexte fébrile quand la température est supérieure à 38,3. D'accord? Parce qu'en fait, on peut avoir un tout petit peu 38 avec une crise qui se prolonge. On va bien examiner, un bon examen neurologique, on cherchera le déficit neurologique, fontanelle chez le petit, les signes ménagers en cas de fièvre ou même en l'absence de fièvre, les lésions cutanées qui peuvent orienter dès le départ sur une éventuelle épilepsie qui démarre, et puis l'examen cardio, le reste. Alors ensuite, après notre examen, on va se poser la question, est-ce qu'on doit tout faire comme examen complémentaire ou ils doivent être orientés? Donc, bien sûr, les investigations biologiques, et que ce soit le EEG, le scanner, c'est quelque chose qui va être fait pour les crises afébriles, c'est-à-dire apéritiques. Alors, si c'est fébrile, on sait très bien qu'il faut chercher l'affection neuroménagée en fonction des données de la clinique. Mais quand on est dans un contexte de crise apéritique, bien sûr, il faut chercher les troubles métaboliques, la recherche de toxiques. On est d'accord, le scanner, est-ce qu'il faut le faire ou pas? Et puis le EEG. Alors, pour le EEG, il n'est jamais urgent. Je commence par le EEG. Et on le fera, c'est-à-dire dans les premières heures, s'il s'agit d'un état de mal, s'il n'y a pas de retour à un état de conscience normal, alors on le fait pour monitorer un peu, pour voir s'il y a des crises infracliniques, si le tracé en faveur d'une encéphalite par exemple, mais sinon, pas besoin de le faire tout de suite. Alors le reste, ça va être discuté au cas par cas. Alors, maintenant, on distingue bien entre contexte fébrile et contexte apéritique. Quand il s'agit de fièvre, c'est l'infection neuroménagée, les convulsions fébriles. Contexte apéritique, eh bien, c'est différents types de causes qu'on va voir rapidement. Les troubles métaboliques hydroélectrolytiques. Alors, l'hypoglycémie, ça concerne 1,25% des premières crises. Ça se voit surtout chez les tout petits, moins de 6 mois. La même chose pour l'hypocalcémie et l'hypomagnésémie, c'est les jeunes nourrissants. L'hyponatrémie peut se voir à n'importe quel âge. Elle est plus fréquente que les autres et surtout se voit dans le contexte de gastro-entérite. Alors, les intoxications aussi, il faut les chercher, il faut y penser. Il faut y penser dans notre contexte un peu... bon, chez les jeunes, ça sera quelque chose d'accidentel. Mais on préconise de le faire quand même quand on trouve rien. Quand il n'y a pas de cause évidente après avoir fait tous les examens, il faut le faire. Surtout, il ne faut pas le faire tard. Parce que si on tarde, on risque de ne pas trouver le toxique en cause. Donc, il va être éliminé, donc il ne faut pas trop tarder à faire ça. Traumatisme crânien, les crises épileptiques surviennent dans 25% des cas, souvent chez les petits, traumatisme sévère, grave, avec des hémorragies sous-durales, et c'est l'intérêt de monitorer, surtout quand il y a des troubles de conscience. Alors, j'insiste sur le syndrome du bébé secoué. C'est là où on va avoir des hématomes sous-durales. Alors, parfois, c'est inavoué, et parfois, les parents ne se rendent même pas compte qu'ils ont secoué leur bébé, ou peut-être qu'il y a une tierce personne qui l'a fait. Donc, ça peut être catastrophique, et c'est souvent le bébé se présente avec des troubles de conscience, crise, fontanelle bombante, et pâleur extrême, parce qu'il a saigné. Alors, la même chose, on peut voir des crises dans un contexte d'anoxo-ischémie. Là, le scanner, il peut être informatif en montrant des lésions ischémiques étendues. Les crises symptomatiques toujours avec l'accident vasculaire cérébral aussi. 27% des AVC de l'enfant vont se manifester par des crises et souvent dans les premières 48 heures. La thrombose veineuse cérébrale, oui. Les crises sont plus fréquentes dans la thrombose que dans l'AVC. Jusqu'à 70% des thromboses de l'enfant vont se manifester par des crises, surtout s'il s'agit du sinus longitudinal, enfin sagittal supérieur, parce qu'il est tout proche du cortex, et il peut, cortex moteur, on va dire, et donc les crises peuvent être motrices. Alors, la gastro-entérite aiguë, je veux juste dire un mot sur la gastro-entérite aiguë. Alors, je sais que tous les pédiatres ont déjà vu arriver des enfants qui convulsent dans un tableau de gastro-entérite. C'est fréquent. C'est fréquent. Le mécanisme peut être divers, donc des complications de la déshydratation, notamment neurologique. Mais alors, dernièrement, on a décrit une entité qu'on a nommée convulsion non fébrile bénigne associée à une gastro-entérite modérée. C'est les Asiatiques qui ont décrit ça, essentiellement les Japonais et les Coréens, avec le rotavirus.
Et donc après, dernièrement, ce qu'on a constaté, c'est que en fait, l'incidence ou la prévalence de cette forme-là ne baisse pas, même avec la vaccination contre le rotavirus. C'est parce qu'il y a le norovirus qui prend la place. Hein. On n'a pas de, j'imagine, de données marocaines sur le norovirus, mais en Europe, c'est exactement la même chose. C'est le norovirus qui est en train de prendre la place du rotavirus. Alors, autre chose, voilà, donc c'est juste pour dire, pour montrer que le norovirus prend la place du rotavirus. Alors, maintenant, la troisième question à laquelle on va répondre, quand il s'agit d'une crise non provoquée, risque de récurrence. Lequel? Donc, il y a beaucoup d'études qui ont été faites dans ce sens. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il y a eu ce qu'on appelle le concept de la clinique de la première crise. Moi, j'ai vu ça avec un neuropédiatre français qui a fait ce qu'on appelle l'hôpital de jour première crise. En fait, ça fait une entrée d'argent de l'hôpital à l'hôpital et ça règle beaucoup de problèmes. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans cette clinique de première crise? On reçoit ces enfants pour un EEG, une consultation, et à la fin de cet hôpital de jour, on doit donner un diagnostic, traitement ou pas traitement. Donc, les données d'une clinique pareille aux États-Unis, alors ils ont publié à travers une série de 492 enfants, ils ont vu que d'abord 24% ce n'était pas des crises, hein, c'est quand même important. L'EEG a été réalisé presque chez tout le monde et il a été pathologique dans 51%. L'IRM chez la moitié pratiquement et elle n'a été positive que dans 15% des cas réalisés et qu'on a pu décrire ou définir un syndrome épileptique dans 42% des cas. Alors, maintenant, le risque de récurrence, on le sait très bien, beaucoup d'études vous ont dit, ont expliqué que le risque il est de 60%. Et donc, 26% des enfants, ils vont récidiver au cours du premier mois et 91% au cours des deux premières années. Donc, le risque de récidive, c'est certain, surtout dans les 2 premières années. Alors, pourquoi on récidive? Alors, les facteurs prédictifs de récurrence sont l'EEG pathologique avec des anomalies paroxystiques et le caractère focal de la crise. Donc voilà, c'est juste pour dire que le risque de récurrence est surtout important en cas d'anomalie à l'EEG et anomalie à l'IRM. Alors maintenant, traiter ou pas traiter, d'abord on traite la première crise, tout le monde sait comment on traite la première crise, donc il faut savoir agir rapidement, 5e minute, pas plus. Il faut donner donc les benzodiazépines, savoir répéter rapidement et puis agir en fonction de l'évolution, même carrément partir dans une unité de soins intensifs. Alors, est-ce qu'il faut traiter? On traite pour les crises symptomatiques, quand je dis de traitement antiépileptique, de fond. Alors, traiter, pas de traitement pour une crise fébrile simple, ça c'est clair, à discuter en cas de traumatisme crânien sévère et en cas de thrombose veineuse sévère. Et les crises non provoquées, on va traiter s'il y a un syndrome épileptique bien défini, s'il y a des anomalies à l'EEG ou une lésion épileptogène à l'IRM. Voilà, si on veut résumer un peu. Bon, il n'y a pas de consensus, mais on est presque d'accord pour faire exactement ça. Donc là, je pense qu'il y a un tout petit moment, je vais juste rapidement vous montrer quelques cas pratiques de clinique première crise, si vous voulez. Donc là, c'est le premier enfant qui arrive, fratrie de 2, mariage non consanguin, première crise. La maman a fait 3 crises en moins de 24 heures, donc c'est une seule crise. Hein. Elle a l'air un peu partielle, d'accord. Alors l'enfant, on le voit avec son papa. Donc on a le diagnostic, vous êtes d'accord? Oui? Oui, donc c'est une sclérose tubéreuse de Bourneville. On fait le G. Donc vous voyez, le diagnostic, il est fait dès l'examen à l'évaluation clinique, même dès que l'enfant rentre avec son papa. On n'a pas besoin d'aller investir plus loin. Et le reste va être fait pour confirmer un peu notre diagnostic. Moi, je parle aussi, d'autre chose. Donc je vais passer à un deuxième cas. Le petit, on l'a trouvé, ça c'est classique. Moi, c'est vrai qu'on m'a demandé de parler du nourrisson, mais j'ai préféré quand même aller jusqu'à plus pour essayer d'illustrer un petit peu la difficulté et le diagnostic des enfants. Alors, lui, il est dans son sommeil à 5 heures du matin, il se réveille avec des bruits, et on va voir cet enfant avec des clonies généralisées. Hein. L'enfant qui convulse la nuit comme ça, il y a 2 syndromes épileptiques. Hein. L'épilepsie à pointe centrotemporale et il y a l'épilepsie de Panetopoulos, oui, et l'occipital. Donc, mais dans l'occipital, l'enfant vomit et l'autre
pour faire la différence. Mais malheureusement, c'est que les parents ils sont tellement angoissés qu'ils ne font pas attention, ils ne peuvent pas décrire correctement. Alors, lui, on fait un enregistrement. La veille, on a quelques petites pointes à droite, pas beaucoup, mais dès qu'il dort, vous voyez, au sommeil, on a une activation avec beaucoup de pointes, ce qui permet de poser le diagnostic d'un syndrome épileptique qui est l'épilepsie à pointe centrotemporale. Alors, Adam, je vais passer à Zahra. En fait, c'est une patiente qui est venue pour une première crise. Mais l'interrogatoire, bon, d'abord, il y a un constant qui était premier degré. À l'interrogatoire, tout allait bien jusqu'il y a 3 semaines. Et puis, il y a une dégradation quand même qui accompagne. Et à l'EG, il y a une encéphalopathie épileptique, c'est mal organisé. Donc, malheureusement, l'histoire a mal tourné pour elle. Et elle a la sœur aussi qui a fait 2 ans après exactement le même tableau. Là, c'est un cas d'un médecin. D'accord ? Le papa est médecin. Il a eu son enfant qui a fait une crise fébrile. Écoutez bien, 39. Il vient, bon, comme il est médecin, la radiologue lui fait quand même un scanner. Bon, c'est un petit peu par excès parce que pas besoin. Hein. Il a fait une toute petite crise avec révulsion, même pas de clonie, révulsion oculaire, mousse aux lèvres. Alors on fait un scanner, la radiologue doute. Elle doute, elle dit oh, il y a quelque chose. Moi je préfère faire une IRM. Vous voyez l'escalade? Alors à l'IRM on a une petite lésion quand même. Oui, alors on trouve quelque chose. Et le papa qui vient me dire alors quoi faire? Eh bien voilà, ce que j'ai dit, on fait un EEG, s'il n'y a rien, on ne fait rien. Ben c'est ça, on a fait un EEG, il n'y a rien sur l'EEG, on n'a rien fait. Le papa est médecin, il a compris qu'il peut utiliser du midazolam ou enfin, du diazépam à la maison si jamais il y a une récidive, et puis c'est tout. Elle l'interprète comme étant une dysplasie corticale. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui est normal? On va avancer. Le dernier cas, s'il vous plaît. On discutera après, si vous voulez. Alors, le dernier cas, c'est Nadia. Bon, elle a 9 ans quand même, mais j'ai préféré la relater parce que je trouve ça important. C'est un message que je vais transmettre. Nadia, elle est venue pour une première crise, mais seulement elle a quand même une histoire récente, dramatique. Elle a perdu ses 2 sœurs suite à des crises. C'était des décès récents. Alors, la première sœur, elle a 5 ans, elle a fait 3 crises à 15 jours d'intervalle, et la 3e, elle fait trouble de conscience et décède. La 2e, la même chose, exactement le même tableau. Alors, les sœurs, ils ont été explorées, on a fait l'imagerie, le G, qui sont revenus normaux. Je vois la fille, parce qu'ils sont inquiets pour la grande. Alors, maladie métabolique, neurologique, génétique, je ne pense pas, parce que l'âge, quand même, il est différent, parce que souvent, on dit que les maladies génétiques se manifestent au même âge. Et puis... Alors moi, j'avais douté sur une intoxication au CIO. J'ai commencé à dire, est-ce qu'il n'y a rien à la maison? Comment vous chauffez? Comment vous faites? La maman a dit que tout, il n'y a rien. Alors elle avait un EEG normal, imagerie normale. Je dis quand même, il n'y avait pas d'enregistrement de sommeil, je fais un enregistrement de sommeil. Alors qu'est-ce que je trouve? Je trouve des rythmes rapides. Oui. Alors, j'ai vérifié ce que prend l'enfant. Elle ne prend pas de benzodiazépine. En tout cas, ce n'est pas le médicament. Alors, on l'hospitalise et on fait la recherche toxique et on trouve effectivement des benzodiazépines. Et en fait, c'est la maman qui donnait. Oui. Oui. Bon, on a fait le signalement, c'est toute une histoire. C'est juste pour vous dire que le toxique, il faut quand même y penser. D'accord, c'est très important et il faut pas. Moi, j'estime que pour une crise non expliquée, il faut que ça soit quand même systématique. La recherche doit être systématique. Ben, c'est sûrement ça. La mère, finalement, elle a été en psychiatrie parce que j'ai demandé. Elle a été en psychiatrie. Ouais. Voilà. Donc c'était le dernier cas. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Nous allons prendre peut-être 1 ou 2 questions avant de passer au symposium. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Tout est clair en matière de convulsion, première crise? Vous avez une question? Il y a une question là.
Ok, ça c'est pour la première. C'est pas possible, oui, mais c'est-à-dire que ça se répète, ça aide énormément pour le diagnostic, maintenant avec les smartphones et tout ça. Alors pour la deuxième, je suis tout à fait d'accord avec vous pour les examens complémentaires, le scanner. D'ailleurs, une expérience d'une collègue médecin, la première crise convulsive fébrile, on fait un scanner. Lors de la sédation du scanner, la petite fait un effet secondaire, un arrêt. Heureusement qu'il a été récupéré. Donc le fait de faire devant une première crise des examens complémentaires, c'est pas utile, certes, mais ça peut être aussi grave pour l'enfant. Donc, on ne rend pas service. Voilà. Merci beaucoup. Ça, c'est plutôt exceptionnel, on va dire. Hein. Ce n'est pas très fréquent. Toujours un examen complémentaire non indiqué pose problème à son interprétation et surtout le syndrome du pistonné. Tu peux passer sur le CBU, sur l'IRM, le scanner, etc. Il faut que ce soit une indication médicale. Sinon, comment raisonner sur la découverte X, Y sur un examen complémentaire? Un élément important à rajouter, c'est que vous avez parlé de 42%, là où on a découvert un syndrome épileptique à la première crise. Donc, question importante que le pédiatre doit toujours poser, est-ce que ce phénomène-là, cet événement, est-ce qu'il y a des événements qui sont ressemblants dans le passé? Et dans un grand pourcentage des cas, on trouve que ce n'est pas vraiment la première crise, le premier événement, sont des événements qui sont déjà passés dans le passé et on peut facilement faire le diagnostic de syndrome épileptique.